Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Silberg, j'ai 41 ans, 2 enfants, je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leur expérience, ont su puiser en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leur kit de survie, leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute. Quand on dit Trigano, on pense évidemment au Club Méditerranée. Mais en 1997, cette aventure prend brutalement fin et Serge Trigano, le fils de Gilbert, le fondateur, est évincé du Club Med. Commence une période difficile pour Serge Trigano. Les projets tombent à l'eau, les facilités bancaires s'arrêtent et son père décède. C'est grâce à un ami de longue date qu'il retrouve la confiance d'un banquier et peut ainsi redémarrer. Entouré de ses fils et d'une équipe de choc, il trouve la formule magique qui va révolutionner l'hôtellerie avec l'ouverture du premier Mama Shelter en 2008. Qu'il s'agisse d'hôtels ou de résidences seniors, la famille Trigano a su rebâtir, à l'instar du Club Méditerranée, des lieux de vie empreints de générosité et de bien-être. La boucle est bouclée. Bonjour Serge Trigano. Bonjour. Merci d'être ici et de nous parler. Alors, ce n'est pas une interview business et je ne vais pas vous demander des conseils d'entrepreneur comme probablement on vous en demande tout le temps. Mais j'aimerais que vous nous parliez finalement de ce moment qui a été déterminant dans votre vie et qui fait que tout s'est arrêté d'un moment à l'autre et que vous avez su puiser dans vos ressources, et j'aimerais que vous m'en parliez, pour repartir et reconstruire. Est-ce qu'on part de là où vous voulez, on commence à raconter là où vous voulez, mais l'idée c'est que vous puissiez verser dans notre boîte à outils imaginaire les ressources qui ont été les vôtres. On part de la naissance. Allez. Non, je suis né dans le club. Moi, je suis né en 46, le club est né en 50. Et donc, Gilbert le club a été fondé par Gérard Blitz, et en fait c'est Gilbert qui l'a fait réellement. Et moi j'ai donc vécu toute mon enfance bercé par les récits de Gilbert qui revenait du Maroc, où il avait réussi à rencontrer le roi du Maroc pour lui parler du club, ou le président du Parti communiste de Bulgarie pour lui parler du club, et découvrir des plages. Et donc moi toute ma jeunesse elle est bercée dans les discours du club. J'ai fait des études très médiocres en sciences économiques, mais je profitais de l'été pour être géo dans les villages du club. Et tout naturellement, mon père m'a bien sûr laissé le choix, j'ai souhaité faire ma vie dans le club. Et donc j'ai gravi tous les échelons du club en étant un peu protégé, parce que quand on est fils du président, on va pas faire du cinéma. J'aurais pu être viré 2-3 fois, ils m'ont gardé parce que voilà, ils m'aimaient bien. Et donc j'ai fait toute ma vie dans le club, j'ai rencontré mon épouse au club, on a fait des fêtes au club, j'ai rencontré les gens les plus formidables au club, découvert des sites, des cultures, des couleurs de peau, des religions, enfin voilà, le monde tel qu'il était à l'époque du club, un peu de folie, un peu d'aventure, prise de risque permanente. Gilbert n'a jamais arrêté de prendre des risques, et c'est peut-être ce qui a fait sa force, il ne s'est jamais arrêté sur la formule. Le club est né comme une formule pour des jeunes qui venaient faire la fête, faire l'amour et faire du sport. Et puis, en grandissant, ils font des enfants. Donc, on a adopté le club avec les formules mini-club. Voilà. Et donc, le club s'est à la fois évolué dans son concept et puis surtout s'est mondialisé et est devenu un des premiers opérateurs de vacances au Japon, aux États-Unis, au Canada. Voilà. Bon. Donc, quand vous êtes président du club, ce que je suis devenu en 93, à la demande du conseil d'administration du club, le monde entier est à vos pieds. Vous allez dans un pays, vous ne savez pas ce que c'est que la douane et la police, vous êtes accueilli au bas de l'avion, vous êtes reçu par les chefs d'État, vous avez la chance de faire un métier qui touche à tout, à la politique, à l'architecture, à la sociologie, au sport, à la nourriture, voilà. Donc c'est un des plus beaux métiers du monde. Voilà. Donc le jour où on vous dit ça s'arrête, c'est un peu dur. Voilà.
On est une époque où c'est bien évidemment pas les managers qui possèdent le capital, donc c'est normal que ce soit les actionnaires. Disons qu'il y a la façon de faire les choses, voilà. Ça n'a pas été fait d'une façon très sympathique, mais c'est la vie. Et donc voilà, effectivement, en 97, je me retrouve éjecté du club. Et comme le club, c'était une belle histoire d'amour, très souvent, les histoires d'amour finissent mal. Voilà. Et nos successeurs n'ont eu en tête que de casser ce qu'on avait fait pour prouver qu'ils allaient être meilleurs, ce qui est peut-être de bonne guerre, mais enfin, ce qui est un peu dur à vivre en nous traitant, moi et tous les géos du club, d'amateurs, d'incompétents, et ainsi de suite. Voilà. Et j'ai 50 ans à l'époque, ni l'envie ni les moyens de m'arrêter complètement. On n'était pas actionnaire du club. J'ai eu un très beau package de départ, mais il n'y a pas de quoi vivre encore les 20 ou 30 ans qui me restaient à faire. Et donc j'ai l'envie de redémarrer. Et j'ai la chance d'avoir 2 fils formidables. Qui ont quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, ils ont 35 et 30 ans. Voilà. Et c'est 2 garçons formidables. L'un travaille chez Coca-Cola et le soir où le conseil d'administration me démet, il donne sa démission à Coca-Cola et il dit moi je viens et on fait un truc ensemble. Et mon autre fils travaillait, avait ouvert des restaurants en Turquie et suit à peu près le même chemin. Voilà. Et donc la ressource pour moi, c'est mon épouse qui est restée à mes côtés. On est mariés depuis un peu plus de 55 ans, ce qui est pas mal, que j'ai rencontré au club. Donc on est en plein dans l'histoire du club. Et puis 2 fils formidables. Voilà. Et c'est comme ça qu'on se pose la question, comment est-ce qu'on peut redémarrer ? Mais sur le moment, c'est quoi votre première réaction ? Vous vous effondrez ? C'est dramatique. Enfin, aujourd'hui, j'en parle en m'amusant Bien et sûr. tout. Mais honnêtement, j'ai vécu des mois et même 2 ans très, très durs où il y a plein d'images noires qui se passent en tête en disant bon ben voilà, j'ai raté, j'ai pas eu. Gilbert m'a confié le club, je l'ai perdu. Vis-à-vis des milliers de JO qui étaient avec moi, l'histoire s'était arrêtée. Voilà, donc sentiment d'échec violent. Mais vous vous dites tout de suite, je vais repartir, ou au départ, c'est très difficile ? Au départ, c'est difficile. Et par rapport à votre père, comment il réagit, votre père ? Il a été incroyable, il a été formidable. Il a dit, écoute, alors que le club était toute sa vie. Enfin, on disait qu'il avait une femme et une maîtresse. Sa femme, c'était ma maman, et sa maîtresse, c'était le club. Donc le jour où ça s'arrête, et encore une fois, ça s'arrête violemment, avec un conseil d'administration très, très violent, où on me menace de me briser partout dans le monde si j'ose me plaindre de la façon dont ça s'est passé. Donc c'est d'une extrême violence, c'est très bien organisé. Enfin, les actionnaires, la famille Agnelli, qui à l'époque avait pris la main, a organisé ça de main de maître, il faut le reconnaître. Et voilà. Et donc oui, 1 an, 2 ans très difficiles. Et puis en même temps, on se dit qu'on ne peut pas rester comme ça. Voilà. Alors, comme un des pays dans lequel on avait le plus de relations, c'était le Maroc, on se dit qu'on va redémarrer, qu'on va refaire un resort et qu'on va leur montrer qu'on n'est pas aussi nul qu'ils ont bien voulu le dire. Vous vouliez de toute façon rester dans l'hôtellerie ? Oui, c'est le seul métier que je connais, donc je ne peux pas faire autre chose. Et donc, c'est un métier que j'aime, qui me passionne, encore une fois, qui touche à tout. Voilà. Et donc, on trouve un site au Maroc. J'avais eu la chance de rencontrer Philippe Stark à l'époque du club, où il devait devenir directeur artistique du club. Et puis comme l'histoire s'est arrêtée, Philippe a été une des rares personnes d'ailleurs qui m'a dit, écoute, si vous refaites un truc, je le fais avec vous. Qui a été fidèle. Voilà. Nos successeurs lui ont proposé un pont d'or bien supérieur à ce que nous on avait proposé. Et Philippe a dit, moi je suis amoureux des Trigano, donc je ferai avec eux. Et voilà. Et donc avec Philippe, on commence à regarder, on se balade à travers le monde, et puis on trouve un site au Maroc, dans la province de Marrakech. Un site sur un lac magnifique, sur lequel j'investis pratiquement tout ce que j'avais sorti du club pour faire le projet. On a un peu de mal à monter les financements. Je pense que nos amis du club ne facilitent pas les choses, mais encore une fois, c'est la vie. Et puis, le gouverneur de la province de Marrakech me convoque quelques jours avant le lancement des travaux. Il me dit, Monsieur Trigano, ce qu'a fait votre famille, c'est formidable. Votre père est quelqu'un de formidable. Mon père était encore avec nous à cette époque-là. Je lui dis, merci, excellent. D'ailleurs, on démarre dans quelques jours le projet. Et là, il me donne un coup de massue. Il me dit, oui, vous allez le faire, mais pas sur le site que vous avez retenu, parce qu'on va faire autre chose sur ce site, on va vous mettre ailleurs. Et je pense au début que c'est une plaisanterie, parce qu'on avait fait toutes les études de canalisation. Enfin voilà, ça avait coûté quand même quelques millions. Et le gouverneur insiste, il dit, non, ça ne se fera pas ici, on va faire autre chose. Voilà. Donc vous perdez tout ce que vous avez investi. On perd tout ce qu'on a investi.
on nous raconte que c'est peut-être la famille royale qui a pris le site, mais au Maroc, on ne sait jamais la vérité des choses. En tout cas, on perd le site. Là, vous étiez déjà avec vos fils ? J'étais avec mes fils, oui, c'était avec eux qu'on avait commencé à travailler sur ce projet-là. Et je fais une autre rencontre exceptionnelle d'un garçon un peu fou qui est Cyril Aouizerad, qui est un urbaniste et philosophe. Voilà, on dîne un soir avec lui par l'intermédiaire de Sylvain Kern, le gars qui fait la Cité de la Réussite. Et puis on se dit, il y a peut-être autre chose à faire. Voilà. Et c'est à ce moment-là que commence à naître l'idée du MAMA, d'un hôtel dans la ville qui serait ouvert aux populations des villes, avec le restaurant qui deviendrait un point fort du concept, ce qui à l'époque était complètement iconoclaste. Jusqu'à l'arrivée du MAMA, un hôtel, c'était un lieu dans lequel on rentre avec sa valise, on prend une douche et puis on sort dans un petit restaurant à l'extérieur. On mange rarement dans les restaurants d'hôtel, sauf peut-être les palaces, mais qui sont inabordables. Et donc c'était un peu le même risque que prenait votre père à cette époque-là. C'était complètement le même risque, c'était de casser les codes. Voilà. Et Stark nous dit ok, je le fais avec vous. On trouve un site rue de Bagnolet. Là aussi, c'était un risque. C'était un risque. On voulait un quartier populaire. D'abord, on ne pouvait pas se payer les quartiers chics de Paris parce qu'on voulait faire un produit abordable avec des chambres à 69 €. Donc dans notre métier, ce qui compte, c'est le montant de l'investissement et donc vous ne pouvez pas payer le terrain très cher. Voilà. Et à partir de là, on cherche des financiers. Et moi, je dis à mes petits camarades, les financiers, vous inquiétez pas. Je connais toute la terre entière de tous les banquiers. Je vais passer 2-3 coups de fil, ça va être réglé vite fait. Et je m'aperçois très rapidement que tous les banquiers qui me prêtaient étaient prêts à prêter, en fait au club, bien sûr pas à Serge Trigano, des millions, des centaines de millions, des milliards, étaient absolument pas intéressés à prêter à personne qui a été viré de sa boîte et à quelqu'un qui prétend réinventer un peu son industrie. Voilà, plus dans une localisation qui est complètement atypique. Ouais. Dans l'hôtellerie, on dit que pour réussir, c'est location, location, location. C'est ce qu'a dit un jour M. Hilton. Donc quand je disais qu'on allait s'installer rue de Bagnolet, les mecs disaient, attendez, c'est l'Afrique, quoi. Vous foutez-nous. En plus, vous voulez faire des restaurants, les restaurants, on ne veut pas. Encore plus à cette époque-là. Encore plus à cette époque-là, puisque personne maintenant, aujourd'hui, c'est devenu... Voilà. Et donc on a ramé. Et puis grâce à Laurent Choin, un ami, il me met en contact avec la Caisse d'épargne, avec la SOCFIM, une boîte dirigée par Olivier Colonna d'Istria, qui disent écoutez, on croit en vous, grosso modo, et on croit dans votre projet. Et c'est là que ça a pu se faire, mais j'avais rencontré entre-temps 80 banquiers, family office, financiers, qui tous m'avaient dit, ou d'un m'avaient pas reçu, pour un grand nombre, ou s'ils m'avaient reçu, disaient écoutez, on n'y croit pas, ça ne marchera pas, ils l'ont écrit. Il y a même un grand consultant de la restauration qui a dit un restaurant là-bas, au mieux du mieux, vous ferez 40 couverts les vendredis et samedis, et le reste du temps, restez fermé, quoi. Et puis le miracle s'est passé, ça a fonctionné. Il faut dire qu'on avait un casting incroyable. Philippe Stark au design, Alain Sanderins à la restauration, l'ancien chef concierge du Plaza Athénée à la réception, des anciens de Disney, des jeunes du Club Med qui étaient venus nous rejoindre, mes deux fils qui apportaient la modernité, moi qui suis un peu le vieux mec qui raconte son histoire du passé et eux qui l'a transposé dans le futur. Donc vous étiez tous très complémentaires. Très complémentaires. On s'engueulait sur tout, on n'était d'accord sur rien, sur l'emplacement du bar, de la cuisine, de savoir s'il fallait mettre des télévisions dans les chambres ou pas. Enfin, ça a été des engueulades mémorables et historiques. Et puis le truc a ouvert. Le jour du début du salon Maison et Objets à Villepinte, puisque le MAMA était rue de Bagnolet, donc c'était facile d'accès. Donc là, on est 11 ans, finalement, après votre éviction du Club Med. Absolument. Et votre père ? Mon père nous avait quittés entre-temps, en 2000. Et voilà. Et le truc marche. C'est un succès qui dépasse ce qu'on avait espéré, honnêtement. On avait fait des business plans pour les banquiers. En l'espace de 12 mois, on était à l'année 18 du business plan. Enfin, voilà, les gens se battaient pour avoir une table le soir. On y croisait le tout Paris, on y croisait des gens du show business, le patron d'Apple, les banquiers. Enfin, tous les banquiers qui m'avaient envoyé balader venaient en disant « On avait cru en vous depuis le début, vous êtes un type formidable. » Enfin, dans l'hypocrisie la plus complète. C'était une sacrée revanche pour C'était vous. plutôt sympa. Ça, honnêtement, c'est que les gens nous appellent pour dire « Je voudrais une table ce soir ». Les mêmes qui m'avaient envoyé balader, il y avait un certain plaisir à leur trouver la table, à leur offrir quelques desserts. Voilà. Et donc, ça a marché. Alors, on s'est dit « On va peut-être en faire un deuxième ».
Et on a fait Marseille, et puis on a fait Lyon, et puis le truc a pris. Et puis un jour, Sébastien Bazin nous a contactés en disant, écoutez, je trouve que c'est pas mal ce que vous faites, j'aimerais vous voir. Il est venu dîner à la maison, on a parlé, il nous a dit, écoutez, moi ça m'intéresse si vous le voulez de prendre un ticket dans Mama Shelter. Et nous, à l'époque, on se posait la question, soit on restait une petite entreprise familiale, et on pouvait faire un Mama tous les 2 ans. Bon. Et donc, on aurait été complètement évincé de la carte parce qu'entre-temps, tout le monde avait compris que c'était Cette là que ça formule-là. pouvait se passer. Des lieux de vie avec des hôtels, des restaurants, des bars, de la musique, de la fête. Voilà, Hyatt, Hilton, Marriott, tous ces gens qui avaient vu s'étaient engouffrés dans ce monde-là. Et donc on a dit OK, et donc ça s'est formidablement bien passé. Sébastien a laissé à Jérémy, mon jeune fils, qui était le patron de la boîte, lui a laissé les manettes complètement. Il n'a jamais intervenu. On avait un conseil tous les 2-3 mois. Et puis, il y a maintenant 3 ans, ils ont pris 100% de Mama Shelter. On reste avec eux, on les consulte, enfin, ils nous consultent sur un certain nombre de sujets. Et voilà, l'histoire est plutôt très belle pour nous. Et vous avez fait évoluer votre offre puisque vous avez aussi des résidences seniors. Alors ça, c'est autre chose, hein, en dehors de... je suis passé un matin sur RTL et Yves Calvi me dit qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie de demain si vous sortez un peu d'écouter Vu mon grand âge. Un des sujets, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer comme lieu pour les gens qui vieillissent, qui sont seuls. Souvent, on perd l'homme ou la femme de sa vie. On se retrouve seul, même dans un bel appartement, à attendre la visite des enfants, des petits-enfants qui viennent ou qui ne viennent pas. Et donc, l'idée de créer des lieux dans lesquels on pourrait faire un peu un mélange Club Med, Mama Shelter à la patte Trigano, ça avait peut-être du sens. Voilà. Et il y a un des responsables de Corian qui écoute la radio, qui m'appelle et qui me dit mais on est sur les mêmes réflexions. Et c'est comme ça qu'avec Sophie Boissard, la patronne de Corian, on a monté le concept Casa Barbara qu'on va essayer de développer dans les années qui viennent. Toujours avec vos fils. Tout avec l'un de mes fils. Ouais. Et finalement, quel enseignement vous avez tiré de votre vie du Club Med en quoi finalement cette expérience, en quoi, même si cette expérience a été... C'est pas un échec, puisque c'est pas comme ça que ça s'appelle, puisque vous avez été viré. Oui. Mais quels sont les enseignements que vous avez tirés de ça ? Honnêtement, moi j'ai tout appris de mon père et du club. Mon père, parce que c'était un visionnaire incroyable, qui avait vraiment la vision de ce monde-là. Et du club, parce que j'ai appris au club le contact avec les gens, j'ai appris à parler en public, j'ai appris, encore une fois, à comprendre les autres. Hein. Le génie du club, c'est d'avoir réussi à s'implanter au Maroc et d'avoir formé des jeunes Marocains qui rentraient commis de cuisine, réceptionnistes, et dont on faisait des responsables, des chefs de cuisine, des directeurs d'hôtel, pareil en Tunisie, au Mexique, voilà. Et donc cette richesse humaine, elle est inouïe. Les géos du club étaient des hommes et des femmes qui tournaient à travers le monde. C'était un système qui coûtait cher, mais qui était fascinant et éblouissant. Donc j'ai appris à comprendre l'autre. J'ai appris l'humilité aussi, bien sûr, avec ce passage difficile, ça vous remet un peu les montres à l'heure, vous sortez un petit peu. J'ai appris qu'il faut savoir s'entourer, peut-être, enfin quand je refais le film, en dehors du fait que les choses se sont passées d'une façon un petit peu compliquée, mais sûrement j'avais fait des erreurs dans le casting et dans la façon de m'entourer. C'est vrai que quand on accède à ce poste-là, on a un peu tendance à croire les autres qui vous disent que vous êtes un type génial, que vous êtes beau, que vous êtes intelligent, et que les mêmes qui d'ailleurs disparaissent du jour au lendemain quand l'histoire se termine. Et paradoxalement, ceux qui étaient avec lesquels les relations étaient ou les plus difficiles ou les plus humbles de la boîte, que ce soit à la fois les syndicats ou les garçons et les filles, les secrétaires, les assistants, sont ceux qui sont restés les plus proches de nous. Et c'est un petit peu ça. Donc j'ai appris l'humilité, j'ai appris la force de rebondir. Encore une fois, en ayant la chance d'avoir une famille, je crois que ça a été pour moi un des points forts. Je pense que si la famille l'avait volé en éclats, j'aurais pas été capable de monter ce que j'ai pu monter. La chance, c'est mon épouse, mes 2 fils, mon père et ma maman. Et est-ce que vous aviez eu un exemple d'entrepreneur qui avait pu se casser la gueule et qui aurait pu être inspirant pour vous, qui vous a donné des conseils? Il n'y a pas eu ça. Non. Et dans votre trio avec vos fils, quelle est la place de chacun?
Pas forcément de manière opérationnelle, mais plutôt en termes de qualificatifs et de ressources. Enfin, qui fait Il y quoi? en a un qui est plutôt créatif sur la communication et sur l'image, qui est Benjamin, mon fils aîné, qui vit à Los Angeles, qui a une galerie de tableaux à Los Angeles. Et puis mon jeune fils, Jérémy, c'est le patron de la boîte. C'est le gars pour qui chaque euro dépensé est un déchirement absolu. Et donc c'est l'homme qui gère avec une poigne de fer. Donc c'est très complémentaire. Alors ils s'engueulent beaucoup. Comme l'un vit à Los Angeles et l'autre vit à Paris, il y a des nuits où les emails s'échangent en disant t'es un con, t'as rien compris, mais non, je suis pas d'accord. Et moi j'essaye à 6 heures du matin de faire la, la synthèse et de trouver quelque chose qui convient à peu près à tout le monde. Donc c'est très très complémentaire. Ils sont la modernité. Je suis un peu même si j'essaye de me projeter sur, je suis quand même quelqu'un dont la vie est derrière lui, alors que tout est à faire et tout est à se bâtir. Et c'est ça qui fait la force. En termes de musique, je me suis arrêté à Julio Iglesias. Ils m'ont fait comprendre que si on voulait attirer des jeunes, il fallait qu'on soit un peu différent, quoi. Voilà, donc c'est ça à tous les niveaux. Enfin, ils maîtrisent l'informatique, les technologies, et ça, ce que moi, je suis incapable de faire. Et au niveau de la transmission, vous avez l'impression d'avoir un peu la même relation que vous aviez avec votre père, ou c'est complètement C'est très différent? différent. C'est très différent. Moi, si vous voulez, alors je ne sais pas si c'était mieux ou moins bien, mais quand on était en réunion, en conseil d'administration ou autre, ou en comité de direction avec mon père, si j'étais pas d'accord sur ce qu'il disait, jamais je me serais permis de le dire devant les autres. Quand on sortait, je disais, je n'aurais pas fait les choses comme ça et tout. Avec mes fils, quand ils sont pas d'accord, ils me balancent que j'ai rien compris, que je suis un con, que voilà. Donc c'est plutôt mieux d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. C'est les jeunes générations, c'est le monde d'aujourd'hui, donc c'est très différent. J'ai une famille aussi. J'avais mon grand-père qui a fondé une société de promotion immobilière, mon père et maintenant mon frère. Et mon père dit « j'obéis à mon fils ». Voilà. C'est un peu la même chose. On passe au questionnaire ressources. Est-ce que vous avez un lieu réel ou imaginaire qui représente pour vous le calme ou la sérénité? L'île de Paros, en Grèce, dans les Cyclades, où on a une petite maison et où je vais essayer de me ressourcer le plus souvent possible. Est-ce que vous avez un mantra ou une philosophie de vie? Ne pas regarder le passé et d'essayer d'être en permanence projeté sur le futur et ce qui va se passer demain. Il y a un objet qui vous donne de la force, un porte-bonheur, un souvenir? Les photos de mes parents, de mes fils et de mon épouse sur mon bureau, qui me permettent en permanence de me ressourcer, de me dire que j'espère que, même si en tout cas mes parents sont plus là, de là-haut ils voient un petit peu ce qu'on fait. Et vos petits-enfants, est-ce qu'ils vont suivre la même... ils sont intéressés par... Je ne sais pas encore. Est-ce que vous avez une référence culturelle qui vous ressource? Ça peut être un livre, un film ou un personnage. Moi, le personnage qui me fascine le plus, c'est Winston Churchill. Je trouve que ce type est incroyable. Je lis des livres sur lui, je regarde des émissions. Je pense que s'il n'avait pas été là, je ne serais pas là. Je suis un juif dont les parents auraient fini dans les camps. Voilà, c'est un homme qui a eu la vision, après la Première Guerre mondiale, de réarmer l'Angleterre quand personne n'y croyait. C'est celui qui s'est le plus opposé au nazisme, et je trouve que c'est un type assez éblouissant. Est-ce que finalement, quelle est la rencontre, je crois connaître la réponse, mais la rencontre marquante que vous avez faite dans cette aventure? C'est qui pour vous? Pour moi, c'est votre ami qui vous a présenté la banque. C'est Laurent Choin. C'est Laurent Choin, qui est la caisse d'épargne. Caisse d'épargne, enfin, qui maintenant, avec qui d'ailleurs on est en train de travailler aujourd'hui pour monter une école de la relation, pour essayer de préparer des gens au métier du tourisme et des services, où il y a beaucoup d'enjeux, et c'est sûrement la personne qui a été clé pour moi dans la capacité à rebondir. Est-ce qu'il y a une scène un peu décalée ou tragicomique dont vous vous souvenez au moment où vous avez été évincé du Club Med? Il y a une scène tragique qui est quand un des administrateurs, le représentant des Agnelli,
me prend en tête à tête pendant le conseil pour me dire qu'il me brisera partout où je tenterai de faire quelque chose si jamais je m'oppose à ce qu'ils ont envie de faire. Ça, c'est dans le tragique. Dans le comique, on se retrouve avec toute l'équipe de Mama de l'époque, Philippe Stark, mes fils, devant tout l'aéropage de Marriott pour leur présenter. À l'époque, on cherchait un investisseur et où, dans un anglais très approximatif, on explique à M. Bill Marriott ce que va être le Mama Shelter. Et au bout d'une demi-heure, M. Marriott nous dit « Écoutez, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Ce que je pense, c'est que vous allez faire des bars avec des chambres au-dessus. Ce n'est pas ma philosophie du métier. Je vous souhaite bonne chance. » Et d'ailleurs, quelques années après, il a fait la même chose que nous en s'associant avec Ian Schrager. Mais c'était une séance tout à fait incroyable dans laquelle Philippe Stark parlait beaucoup. Philippe emploie souvent le mot « sexy ». Et les Marriott, c'est les Mormons. Donc utiliser le mot « sexy » devant les Mormons, c'est quasiment un crime de guerre. Comment est-ce que vous compléteriez cette phrase ? Vous diriez que les épreuves rendent... Plus fort, bien sûr. Finalement, quelle est la ressource que vous souhaiteriez aujourd'hui verser dans notre boîte à outils ? Avoir une famille solide. Je crois que la clé, c'est... Enfin, en tout cas pour moi, ça a été la clé, l'épouse, les enfants, demain les petits-enfants, mais en tout cas les enfants et l'épouse solides, c'est ça qui m'a permis de me ressourcer et de redémarrer. Et enfin, est-ce que vous avez une chanson qui vous fait du bien, qui vous ressource ? Moi, j'adore les chansons de Michel Berger. Tout le répertoire de Michel Berger me fait un bien fou. Il y en a une en particulier ? Seras-tu là ? Alors, on finit avec un extrait de Seras-tu là de Michel Berger. Merci beaucoup, Serge Trigano, pour votre témoignage. Merci. Seras-tu là ? Pourras-tu suivre là